Troisième volet de cette vidéo où je vous parle des interactions entre la musique et l'électronique depuis un siècle. Alors, nous avons vu dans les deux premiers volets à quel point l'électronique avait pu permettre la démocratisation de la musique et de créer de nouveaux usages. À présent, nous allons étudier à quel point l'électronique a pu avoir une influence majeure sur la créativité des artistes au cours du XXe siècle, et notamment de la deuxième partie de ce XXe siècle, au travers de deux exemples. Le premier, c'est la guitare électrique. Alors, Leo Fender, Les Pauls et Adolf Rickenbacker ont inventé la guitare solid body. Alors, pourquoi ont-ils inventé cette guitare solid body? Au départ, c'était pour répondre à une problématique qui était comment sonoriser une guitare acoustique dans un concert. La difficulté de sonoriser une guitare acoustique, c'est très rapidement, elle partait en larcène. Donc pour éviter ça, ils ont inventé cette guitare avec un corps plein qui a donné la guitare électrique. Et donc pour pouvoir s'en servir, il était nécessaire d'avoir à la fois une guitare électrique et un amplificateur. Donc ce qui changeait pas mal l'instrument. Et vous pouvez voir que cet instrument, qui était au départ purement acoustique, est devenu un instrument bien électrique, donc avec de l'électronique au niveau de la guitare, puisqu'il fallait mettre des microphones de captation, mais également au niveau de l'amplificateur, puisqu'en fait, guitare et amplificateur, la guitare électrique, en fait, c'est un ensemble. Ce n'est pas que la guitare elle-même qui fait le son, c'est la guitare et son amplificateur. Et notamment, les réglages de l'amplificateur. Vous savez comme moi qu'une guitare électrique, on peut s'en servir de plusieurs manières, notamment avec son amplificateur. On va dire qu'il y a le son clair, qui reproduit le son de la guitare elle-même, mais il y a surtout la possibilité de saturer ce son. Et en fait, la saturation du son, c'est ce qui va créer de nouveaux usages dans lesquels se sont engouffrés plein de talentueux guitaristes dans cette deuxième moitié du XXe siècle. Alors il y a plusieurs légendes autour de cette notion de saturation du son. L'une d'entre elles, c'est un ampli qui serait tombé d'un camion et qui se serait abîmé, et les musiciens, en l'écoutant, en s'en resservant, ils se sont aperçus que le son était bizarre, mais qu'il était quand même assez cool. Une autre légende, c'est un musicien qui faisait des trous dans la membrane de son haut-parleur parce que ça donnait un son un peu crade et qu'il l'aimait bien. Une troisième légende, c'est que dans les notices des fabricants, il était bien indiqué de ne pas sortir de certaines plages. Alors évidemment, certains sont sortis de ces plages pour voir ce que ça donnait. Et voilà, ça a donné le rock'n'roll, ça a donné le hard rock, ça a donné le métal. Donc vous pouvez voir comment l'électronique et le contournement de son usage ont pu, par des créatifs, ont pu complètement révolutionner la musique au XXe siècle. Le deuxième exemple, c'est la transformation du piano en clavier, en synthétiseur. Alors il y a une première version qui a été inventée par Termen, qui a inventé le thérémin ou hétérophone dans la première moitié du XXe siècle. Vous avez certainement déjà entendu un hétérophone, notamment dans l'interlude de Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Mais ce qui a drastiquement révolutionné l'usage du clavier synthétique, c'est le synthétiseur Moog dans les années 60. Petit aparté sur ces sujets-là, sur la French Touch. En fait, dans les années 50, la France va être motrice sur ces nouveaux usages des claviers, notamment, mais pas seulement, grâce au GRM, dont faisait partie Jean-Michel Jarre, créé par Schaeffer en 1958. Notons aussi l'impact important de Radio France dans la French Touch, puisque les premiers tritureurs de son, comme l'ont pu l'être Jean-Michel Jarre, utilisaient les moyens de Radio France, notamment les oscillateurs ou les enregistreurs, pour pouvoir jouer avec des nouveaux sons. Et c'est ainsi que dans les années 70, on est arrivé à une situation où un artiste donc, comme Jean-Michel Jarre a composé des œuvres et des disques entièrement conçus à partir de synthétiseurs, et ce qui a inspiré de multiples artistes ensuite et une nouvelle génération de musique qui est la musique électronique.
Dans la musique électronique, il n'y a pas que le synthétiseur, il y a aussi ce qu'on appelle le sampler aujourd'hui, mais le père du sampler, c'est le mélotron, qui a été largement utilisé dans les années 60 et qui était un instrument qui permettait de faire des enregistrements et de rejouer ces instruments. Vous pouvez entendre un mélotron, par exemple, dans l'introduction de Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Alors le mélotron, eh bien, c'est le père du sampler. Et globalement, la musique électronique, ce n'est pas que le synthétiseur ou le sampler, ce sont les machines. Les machines, c'est-à-dire les boîtes à rythme, les platines de DJ, avec le beat, le scratch, et qui a inspiré de nouvelles musiques, comme le hip-hop, comme la techno, comme le rap. Et d'ailleurs, ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est comment tous ces instruments sont contigus des styles de musique. La guitare électrique avec le pop, le rock, etc. Le synthétiseur avec la new wave, et donc toutes ces machines avec les styles que j'ai énumérés juste avant. Alors notez aujourd'hui qu'on compose en musique avec du MAO, qui veut dire musique assistée par ordinateur. Donc, on va dire que la guitare électrique, avec son amplificateur, c'est 60% de l'électronique, mais alors la musique électronique, eh ben, c'est de la musique électronique. Donc c'est quasiment 100% que de l'électronique. On est à un point de mix entre la musique et l'électronique tel que ça porte un nom conjoint, musique et électronique. Dernier exemple de machine qui est arrivé assez récemment dans la musique, c'est l'autotune, qui au départ est fait pour recaler la voix d'un chanteur et qui a été détourné par nombre d'artistes pour utiliser ce son un petit peu bizarre pour leur chant dans les morceaux. Et donc on est une situation où même la voix est trafiquée par l'électronique aujourd'hui. Quatrième volet de notre vidéo sur l'influence de l'électronique dans la musique, je vais parler du concert. Et je vais revenir à l'exemple du tout début, où j'expliquais comment on écoutait de la musique au 19e siècle. Et en fait, l'enjeu du concert, c'est ça. Comment je fais pour offrir de la musique, non pas à 100 personnes, mais à 3000, 10 000, 50 000 ou plus de personnes. Et donc, la première réponse à cette question, c'est déjà de récupérer le son qu'il y a sur la scène avant de le diffuser vers les spectateurs. Et ça passe par une invention qui a lieu à peu près en 1920, qui est le microphone dans sa structure telle qu'on le connaît aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a eu des évolutions à l'intérieur, mais c'est contigu de cette période-là. Et ce microphone-là, il servait non seulement pour faire des enregistrements, mais aussi pour la TSF et évidemment pour le concert. Et là, j'ai une anecdote assez amusante à raconter par rapport à l'utilisation du microphone en concert, puisque quand il a été utilisé au début par des chanteurs, il était potentiellement mal perçu. Ces chanteurs étaient potentiellement mal perçus par une partie du public, parce qu'un chanteur qui avait besoin d'un microphone pour qu'on l'entende, ça voulait dire qu'il n'avait pas de voix. Ce qui est assez amusant quand on voit qu'aujourd'hui on utilise des systèmes pour recaler la voix du chanteur. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote. Alors pour en revenir à la sonorisation du son dans un concert, rappelez-vous que quand les Beatles faisaient des concerts dans les années 60, notamment dans des stades, eh bien on ne les entendait pas parce que la sonorisation n'était pas suffisante. Et de la même manière, il est connu que les personnes qui ont assisté au festival de Woodstock, ceux qui ont vraiment profité de la musique, c'était ceux qui n'étaient pas trop loin du lieu des concerts. Donc si on regarde comment ça se faisait dans les années 60-70 pour sonoriser un concert, eh bien on mettait des racks d'amplis sur la scène et puis on envoyait la sauce. Et donc ceux qui étaient devant, ils s'en prenaient plein la figure, et ceux qui étaient plus loin, eh ben, ils s'en prenaient moins, et ceux qui étaient au fond, ils n'entendaient pas trop parce que le son, il se diffusait comme il pouvait. Alors heureusement, les choses ont évolué avec les évolutions de la technologie, notamment acoustique, avec notamment les systèmes d'enceintes en ligne qui sont apparus dans les années 80 et qui ont drastiquement changé la perception du son en concert. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail acoustique, mais ce qui est important de bien noter par rapport à l'objet de cette vidéo, donc pour proposer du son à 50 000 personnes dans un événement, eh bien, il faut de l'acoustique, il faut de la mécanique, mais surtout il faut de l'électronique analogique, de l'électronique de puissance et de l'électronique numérique, du traitement du signal, notamment avec les nouveaux systèmes d'enceinte.
Donc vous pouvez le voir que, encore une fois, l'électronique a un rôle majeur dans la diffusion de la musique sur le concert. Et bien entendu, ça ne touche pas qu'au système de sonorisation, ça touche aussi à l'objet, à l'outil qu'utilise l'ingénieur du son, c'est-à-dire sa console, qui au départ était analogique, maintenant elles sont numériques, et maintenant les ingénieurs du son, ils utilisent des tablettes. Donc on voit bien à quel point l'électronique est présente partout dans le monde de la musique en concert. Alors je parlais de tablettes, ça me ramène au smartphone et à l'informatique en général. Vous avez pu constater qu'aujourd'hui, quand vous achetez un ticket de concert, eh bien vous allez sur Internet ou sur votre smartphone, vous n'allez plus acheter un petit ticket physique comme on le faisait il y a 25 ans, qui était super sympa d'ailleurs, parce qu'on avait toute une iconographie autour du billet, on avait des jolis billets, et maintenant on imprime son billet, ou alors il est complètement dématérialisé. Mais cette révolution d'usage a permis de mieux gérer les flux de vente des billets, c'est meilleur pour les organisateurs parce qu'ils savent mieux où ils en sont dans leur vente, comment ils remplissent leur jauge. Donc vous voyez comment l'électronique a aussi révolutionné cette partie-là. Et ces dernières années, l'électronique a rajouté de l'interactivité dans les spectacles. C'est ainsi que Coldplay a fait des concerts avec des bracelets électroniques dans la salle où tous les spectateurs étaient équipés, ce qui permettait de créer des chorégraphies lumineuses durant le concert. Muse et Metallica ont utilisé des drones sur leur dernière tournée qui faisaient des chorégraphies autour des musiciens. Et donc vous allez me dire, des drones c'est de la mécanique, mais pas seulement, parce que derrière ces drones, eh bien, il faut les piloter, il y a de l'asservissement, il y a de l'informatique, et il faut que ça fonctionne bien, parce qu'il faut que ça fonctionne sur l'ensemble d'une tournée, il ne faut pas que le musicien se prenne un drone dans la figure, donc on n'est pas sur une prestation one-shot, comme on peut le voir sur certains spectacles de drones, là on est sur des drones qui vont être embarqués en tournée. Et aujourd'hui, on commence à voir aussi apparaître des systèmes immersifs avec des casques de réalité virtuelle qui pourraient s'imposer dans les concerts. Et si je prêche pour notre propre paroisse, nous avons été les premiers à proposer la possibilité d'interagir avec le son lors d'un concert au travers de notre service SupraLive. Je vous invite à regarder sur Internet de quoi je parle. L'électronique s'est aussi imposée dans toute la scénographie des concerts, notamment au niveau des éclairages et de tout ce qu'on peut faire en termes d'effets dans les concerts. Donc comme vous pouvez le constater, ces 100 années d'interaction entre la musique et l'électronique ont eu un rôle fondamental dans la musique du XXe siècle et du XXIe siècle. Ça a eu un rôle majeur sur la créativité des artistes, comme vous avez pu le voir, et ça continue. Et pas uniquement d'un point de vue technique, on est vraiment au-delà de l'ingénierie, puisque l'électronique a permis de créer de nouveaux usages, de démocratiser l'usage de la musique. On peut aujourd'hui écouter quand on veut, n'importe où dans le monde, quels que soient ses moyens. Et enfin, ça a permis le concert, cette expérience magique sur laquelle se greffent de nouveaux usages d'interaction et de futurs qu'on ne connaît pas encore et que vous, futurs ingénieurs en électronique, allez pouvoir proposer, imaginer, développer dans les années qui viennent. Et c'est ça que je trouvais important que vous reteniez à la fin de cette vidéo conférence que j'ai fait dans le cadre d'une journée au-delà de l'ingénierie, Beyond Engineering, à l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, c'est que c'est vous, futurs ingénieurs, qui êtes les moteurs de ce que va être la musique de demain avec l'électronique. Je vous remercie.